La Wolfpack Alliance émerge au Canada comme un groupe d'individus déterminés à prendre le contrôle d'un marché criminel lucratif. Ils sont jeunes, audacieux et issus de milieux très différents. Certains d'entre eux ont des affiliations avec les Hells Angels, un club de motards réputé pour son influence de longue date en Amérique du Nord. D'autres viennent des Red Scorpions, un réseau actif principalement dans l'Ouest canadien, ou encore d'organisations mineures cherchant à se faire une place. Malgré la diversité de leurs origines, ils ont un objectif commun, couper court aux intermédiaires traditionnels et passer directement un accord avec le puissant cartel de Sinaloa au Mexique. Leur ambition est claire, ils veulent importer de grandes quantités de cocaïne, sceller leur domination sur le marché et engranger des profits spectaculaires. Cette alliance improbable se forme dans un contexte où la vieille garde mafieuse canadienne, pourtant solidement implantée depuis des décennies, vacille sous le poids des arrestations, des guerres internes et de la disparition progressive de ces figures historiques. Les jeunes loups, persuadés qu'ils peuvent faire mieux que leurs aînés, décident de frapper fort et de prouver qu'ils ont les moyens de devenir la nouvelle référence du crime organisé au Canada. Dans le paysage criminel canadien, le nom de Rizzuto a longtemps résonné comme un symbole de pouvoir, surtout dans la province de Québec. La famille Rizzuto, associée à la mafia sicilienne de Montréal, domine la scène pendant des années. Cependant, entre les coups de filet coordonnés des forces de police et les rivalités internes qui font trembler la hiérarchie, la dynastie Rizzuto n'est plus aussi solide qu'autrefois. Certains de ses membres se retrouvent derrière les barreaux, d'autres disparaissent dans les règlements de compte. Les Hells Angels n'échappent pas non plus à cette réalité. Plusieurs opérations policières affaiblissent leurs effectifs et les fragilisent. Les Red Scorpions, de leur côté, bataillent pour étendre leur influence à l'échelle nationale, mais se heurtent à la présence d'autres gangs établis depuis plus longtemps. Dans cette brèche, la Wolfpack Alliance voit une opportunité, élaborer un grand projet d'importation qui marquera les esprits. Les contacts se nouent, des promesses se font, et l'horizon d'un deal du siècle commence à prendre forme. Le cerveau de cette initiative comprend des individus habitués à naviguer dans l'ombre, mais désormais conscients qu'ils doivent imposer leur marque dans un climat de concurrence intense. À leurs yeux, les structures traditionnelles, trop lentes et trop centrées sur leur propre lutte de pouvoir, laissent un vide à combler. Parmi les figures de proue de cette nouvelle génération, deux noms ressortent, Rabi, Robbie, Al-Khalil et Martino Caputo. Ils opèrent principalement depuis la région de Toronto, où se dessine un marché important pour la drogue qu'ils projettent d'introduire. Al-Khalil est déjà connu pour sa capacité à entretenir des relations cruciales avec différents groupes criminels. Il est né dans les années 1980, grandi dans un environnement où la violence et l'argent facile exercent une fascination. Très tôt, il côtoie des gangs, apprend leurs codes et se forge une réputation de personnage fiable mais redouté. Caputo, de son côté, possède des racines familiales italiennes qui lui permettent de comprendre certains rouages mafieux tout en l'amenant à cultiver une prudence de tous les instants. Il sait qu'un faux pas peut avoir des conséquences fatales. Les deux hommes, conscients de la volatilité des alliances dans le milieu criminel, pensent néanmoins qu'ils peuvent concrétiser un montage inédit, passer directement commande au cartel de Sinaloa pour un volume de cocaïne jamais tenté jusqu'alors par leur cercle de trafiquants. À ce stade, ils ne mesurent pas complètement l'ampleur du risque, mais ils savent que la récompense potentielle est immense. Au Mexique, le cartel de Sinaloa occupe une position prépondérante dans le trafic international de stupéfiants. Ses ramifications s'étendent sur tout le continent. La faction qui accepte de traiter avec la Wolfpack se montre intéressée par un accord en consignation. Elle envoie la marchandise à crédit, attendant un paiement une fois que les Canadiens auront revendu la cocaïne sur leur territoire. Les dirigeants mexicains, souvent liés à de multiples canaux de contrebande et de blanchiment, sont attirés par la promesse d'un partenariat direct. Ils savent que le Canada constitue un marché en pleine expansion, moins saturé que d'autres régions où la concurrence est plus rude et la surveillance policière plus sophistiquée. Toutefois, ils exigent des garanties. La réputation de la Wolfpack est en jeu. Les discussions finales s'orientent vers une cargaison évaluée à 5 millions de dollars. Cette somme, considérable pour un seul chargement, reflète la confiance que la faction de Sinaloa est prête à accorder aux négociateurs canadiens. Il faut prouver que la Wolfpack sait recevoir, stocker et distribuer efficacement une telle quantité de drogue sans attirer l'attention des autorités
ou déclencher la jalousie d'autres groupes bien implantés. Le plan de transit est élaboré avec soin. La cocaïne doit partir du Mexique, franchir la frontière en direction des États-Unis, puis remonter jusqu'à Chicago. Depuis cette métropole américaine, plaque tournante des échanges vers le nord, la marchandise continuera discrètement sa route jusqu'au Canada. Les passeurs établissent un itinéraire précis, avec des points de relais tenus par des complices de confiance qui connaissent les subtilités de la route. L'idée est de minimiser les risques lors des contrôles frontaliers, d'éviter de laisser trop de traces électroniques et d'empêcher les douaniers de repérer d'éventuelles anomalies. Pour la police, les flux commerciaux entre les États-Unis et le Canada sont immenses et les autorités ne peuvent pas tout inspecter minutieusement. Les voitures, les camions et les containers maritimes transitent en continu, ce qui offre un terrain fertile aux trafiquants ingénieux. Dès que la drogue aura traversé les frontières, il faudra la stocker dans un lieu discret, avant de la répartir entre plusieurs cellules de distribution. Au sein de la Wolfpack, chaque groupe affilié espère tirer sa part de profit. Les Hells Angels, réputés pour leur structure relativement hiérarchisée, voient dans cette opération une façon de consolider leur image après plusieurs déboires judiciaires. Les Red Scorpions, plus focalisés sur la côte ouest, se disent qu'il est temps de s'implanter plus solidement dans l'est du pays. De plus petites factions veulent juste leur part du butin, conscientes qu'une manne financière de cette ampleur peut les propulser au rang de joueurs majeurs du trafic. Sur le terrain, l'ambiance est électrique. Tout le monde réalise que ce chargement, s'il arrive à Toronto et se revend à bon prix, pourrait rapporter bien plus que 5 millions de dollars une fois qu'il sera découpé en doses destinées aux consommateurs finaux. Les gains, réinvestis, peuvent aussi permettre de corrompre des douaniers, de payer les avocats lors de procès délicats ou de financer d'autres trafics lucratifs. Pour les têtes pensantes de la Wolfpack, il s'agit d'un test de fiabilité. S'ils réussissent, ils prouvent au cartel de Sinaloa qu'ils sont capables de jouer dans la cour des grands tout en restant indépendants des structures mafieuses traditionnelles. Le prestige qui en découle nourrit aussi leur volonté de compétition avec des groupes rivaux. Ils se comparent aux jeunes mafieux d'autrefois qui, en osant, ont fait tomber d'anciens barons trop sûrs de leur pouvoir. La différence, cette fois, c'est que la marchandise ne leur appartient pas vraiment. Tant que la somme due au cartel n'est pas réglée, les Canadiens ne sont que les gardiens temporaires d'un stock qui demeure la propriété de Sinaloa. Cette situation ajoute une pression particulière. Le moindre raté, la moindre interception policière, voire le moindre retard, pourrait déclencher une réaction violente des Mexicains. En toile de fond, la paranoïa s'installe. Al-Khalil et Caputo savent que l'extérieur recèle de nombreux dangers. D'autres gangs canadiens ne voient pas d'un bon œil l'émergence d'une alliance qui semble vouloir monopoliser le marché. Les mafieux plus traditionnels, même en perte de vitesse, pourraient se réveiller et contrecarrer leurs plans, estimant que la jeune génération n'a pas le droit de s'imposer si vite. Les services de police, de leur côté, pistent depuis un moment les mouvements financiers inhabituels. Les douaniers, alertés par la hausse des saisies de cocaïne transfrontalière, pourraient renforcer les contrôles au mauvais moment. Dans l'ombre, tous gardent à l'esprit que le cartel de Sinaloa, réputé pour sa puissance et sa brutalité, ne tolère pas les échecs. C'est dans cet environnement alourdi par la tension que la Wolfpack poursuit son projet. Les membres clés, dispatchés entre Calgary, Vancouver et Toronto, communiquent par téléphone crypté, utilisent parfois des messageries chiffrées. Les codes changent régulièrement et chaque participant s'efforce de limiter ses allées et venues en public. L'erreur serait d'attirer sur eux la pleine attention de la police aux frontières ou d'un groupe concurrent cherchant à s'approprier la précieuse cargaison. Pour maintenir l'ordre en interne, la Wolfpack établit une répartition précise des rôles. Certains gèrent la logistique, de la fourniture de véhicules modifiés jusqu'à l'organisation des lieux de stockage. D'autres se concentrent sur les transactions financières, cherchant à placer l'argent récolté dans des comptes offshore ou à le convertir en biens matériels invisibles pour les enquêteurs. Les plus expérimentés dans le domaine des armes s'occupent de sécuriser l'opération sur place. Ils organisent la surveillance des frontières, veillent à ce qu'aucun indique ne se soit glissé dans leur rang. Bien qu'il n'existe pas de structure verticale clairement définie, les protagonistes partagent l'envie de réussir ensemble pour gagner de la crédibilité.
Les tensions pourtant sont inévitables. Certains estiment mériter une part plus importante, d'autres s'inquiètent déjà des représailles possibles après la livraison. Les échanges deviennent parfois houleux. Dans ces moments, Caputo, qui a un certain sang-froid, joue souvent le rôle de modérateur. Il tente de rassurer ceux qui hésitent, rappelle que si tout se passe bien, les bénéfices dépasseront largement les risques engagés. Al-Khalil, lui, demeure plus en retrait, préférant œuvrer dans la discrétion pour coordonner les fils de l'opération et s'assurer qu'aucune faille ne vienne compromettre le transport. À ce stade, la date d'arrivée de la cargaison se rapproche. On parle de la fin de l'année 2012 ou du début de 2013, même si personne ne confirme publiquement un calendrier précis. Les intermédiaires au Mexique communiquent des signaux par téléphone satellitaire, assurant que la route est ouverte et que la marchandise est prête à partir. Du côté américain, la complicité de certains chauffeurs routiers et d'entrepôts douteux permet de franchir plusieurs États sans trop de difficultés. Les douaniers canadiens ne se doutent pas que, dans les semaines qui viennent, cette opération de grande ampleur pourrait aboutir à l'un des plus gros débarquements de cocaïne jamais recensés par les forces de police nationales. L'enthousiasme grandit dans le cercle très fermé de la Wolfpack. On peaufine les derniers détails. Où entreposer la drogue? Qui sera chargé de négocier avec les grossistes locaux? Quelle route éviter pour ne pas subir de contrôles routiers aléatoires? Chacun redouble de vigilance, car un grain de sable dans cette mécanique pourrait coûter cher. Les fugitifs en liberté conditionnelle doivent se faire oublier, et ceux qui ont un passé judiciaire ne veulent pas commettre l'erreur de se déplacer avec la drogue sur eux. Les réunions se font dans des lieux improbables, parfois en pleine rue, parfois dans des appartements loués quelques jours seulement. La confiance se mérite, et personne n'ignore que le cartel de Sinaloa suit l'affaire de très près. En même temps, les leaders mexicains gardent en mémoire d'autres alliances qui ont échoué par le passé. Ils savent que la Wolfpack n'a pas la solidité d'une seule et même organisation. C'est plutôt un rassemblement d'individus liés par l'ambition et le profit, pas toujours par la loyauté véritable. Le cartel accepte quand même de livrer la marchandise, encouragé par les garanties qu'il pense avoir reçues. Mais il laisse planer des menaces implicites. En cas d'échec, la riposte sera rapide, implacable. Les chefs de cellule côté canadien en sont parfaitement conscients. Dès lors, ils redoublent d'ardeur pour éviter qu'une information ne fuite. Pas question que la police découvre l'ampleur de ce trafic. Pas question non plus qu'un rival tente de subtiliser la drogue juste avant sa mise en marché. La compétition est rude, et le milieu criminel bruisse déjà de rumeurs selon lesquelles un gros coup se prépare. Mais personne ne sait précisément quand, où et comment. Les autorités fédérales reçoivent parfois des échos de conversations interceptées. Certaines factions ennemies parlent de cargaisons potentielles. Cependant, l'opération, très cloisonnée, demeure difficile à cerner pour les enquêteurs qui, sans preuves concrètes, ne peuvent qu'observer et tenter de deviner les intentions de la Wolfpack. À mesure que la date butoir approche, la tension monte d'un cran. Les troupes de la Wolfpack s'impatientent. Elles s'assurent que l'argent nécessaire au premier versement au cartel est prêt, au moins pour couvrir la partie initiale des coûts. Les règlements de compte internes à petite échelle se calment provisoirement, car il n'est pas question de se tirer dans les pattes à l'aube d'une transaction historique. Toutes les factions affiliées au réseau ont autant à gagner qu'à perdre. La crainte n'est pas seulement économique. Un faux pas pourrait entraîner des représailles sanglantes. Les médias locaux, focalisés sur d'autres affaires, ne soupçonnent pas qu'une opération d'une telle ampleur est sur le point de se dérouler. Dans les rues de Toronto, la vie continue comme si de rien n'était. Pourtant, dans l'ombre, des hommes armés se préparent à réceptionner un chargement qui va bouleverser l'équilibre du trafic de cocaïne dans le pays. La crainte s'installe dans chaque recoin de la hiérarchie naissante de la Wolfpack. S'ils réussissent, ils deviennent incontournables. S'ils échouent, c'est la chute assurée, et peut-être pire encore, car le cartel de Sinaloa n'accepte aucun préjudice sans représailles. Au fil des heures, la course contre la montre s'intensifie. Les téléphones chauffent, les messages codés s'échangent. Les complices du côté américain confirment que la cargaison a franchi certaines étapes clés du parcours. Les chauffeurs, probablement payés grassement, ne posent pas de questions tant qu'ils ont la certitude de pouvoir traverser les douanes sans encombre. Une fois le lot passé, les colis doivent être transférés dans un entrepôt provisoire, situé dans une zone industrielle peu fréquentée.
personne ne veut attirer l'attention. L'heure de la livraison canadienne se précise. Il est convenu qu'une fois la cocaïne arrivée dans la région de Toronto, elle sera dispatchée en différents lots, avec un lieu de dépôt prévu pour procéder au comptage et à la vérification de la qualité. Les rumeurs parlent d'un endroit discret, à l'écart des regards. On souhaite éviter des points névralgiques, comme les ports ou les gares de triage, pro-surveillés. Les criminels de la Wolfpack préfèrent un lieu ordinaire, à peine signalé sur les cartes, où les camions passent inaperçus. Dans un monde où chaque faux pas peut coûter la liberté ou la vie, tout se joue sur la précision et la discrétion au cours de ces ultimes préparatifs. Finalement, la date estimée de l'arrivée s'installe dans tous les esprits. Il n'y a pas de moment officiel, pas de cérémonie. Juste une certitude. Le chargement, évalué à 5 millions de dollars, se trouve désormais tout près de la frontière canadienne. Les instructions sont claires. Dès que la drogue pénètre en territoire ontarien, il faut la sécuriser sur place. Certains membres clés de la Wolfpack prévoient de surveiller l'opération à distance, communiquant par code, tandis que d'autres s'apprêtent à participer directement au déplacement de la cocaïne depuis les véhicules jusqu'à l'endroit convenu. Les plus méfiants préfèrent garder leur distance et n'apparaître qu'au moment de partager les bénéfices. Al-Khalil et Caputo, eux, se tiennent prêts à intervenir si un imprévu majeur surgit. En apparence, ils conservent une attitude calme et posée, mais à l'intérieur, ils savent que le sort de leur ascension dépend du succès de cette arrivée. Pour eux, c'est l'occasion de prouver qu'ils ne sont pas de simples intermédiaires, mais bel et bien de futurs piliers du crime organisé au Canada. À la dernière minute, chacun retient son souffle. Les hommes de main, anonymes, attendent un signe pour se rendre au lieu de rendez-vous. Certains possèdent des armes à feu dissimulées, des gilets pare-balles, des talkie-walkie en plus de leur téléphone crypté. Les véhicules sont stationnés non loin d'une route peu fréquentée. Dès que la confirmation parvient que tout est sécurisé à la frontière américaine, ils se mettent en route, avançant au pas pour éviter d'éveiller les soupçons. À ce moment précis, aucun des protagonistes ne croit vraiment qu'un événement inattendu puisse compromettre la finalisation de la livraison. La réflexion des dernières semaines a porté sur la menace de la police, sur d'éventuelles interceptions douanières ou sur la concurrence hostile. Mais les risques sont jugés sous contrôle et l'équipe se concentre sur les détails de la réception. Personne n'envisage que le véritable cataclysme pourrait venir d'ailleurs. Ici, la confiance règne encore. L'opération semble se dérouler comme prévu, et il est facile d'imaginer la récompense qui attend ceux qui ont patiemment joué leur rôle. Les véhicules finissent par prendre la direction de Toronto, où un endroit discret les attend. Pour la Wolfpack, c'est l'heure de vérité, le moment de récolter les fruits d'un long Travail de préparation, d'angoisse et de promesses. Aucune route officielle ne mène vers leur cache. Aucun justificatif légitime n'explique ce trajet de nuit dans une zone peu éclairée. Tout se passe dans le secret, comme le milieu l'exige. Or, au fond de chaque participant, l'espoir de ne pas avoir été dupé prédomine. Les consignes de la faction de Sinaloa ont été respectées, la marchandise est sur le point d'être livrée, et l'argent devra ensuite trouver son chemin jusqu'aux Mexicains. Au sein de ce microcosme criminel, personne n'imagine encore que le danger n'est pas là où on l'attend. Personne ne suspecte qu'une surprise de taille est sur le point de bouleverser tous les plans. L'histoire est en marche, et cette nuit, la Wolfpack s'apprête à entrer dans une phase décisive. Avant l'aube, les hommes espèrent repartir avec un trésor de cocaïne qui scellera définitivement leur statut et leur prestige. Pourtant, ils sont loin de se douter que la partie ne fait que commencer, et qu'au petit matin, plus rien ne sera jamais pareil. Lorsque la cargaison de cocaïne approche enfin de la ville de Toronto, tout se déroule dans une ambiance à la fois tendue et étrangement calme. Les organisateurs de la Wolfpack, déjà sur le qui-vive, choisissent un endroit presque anonyme pour réceptionner la marchandise. Il s'agit d'une casse automobile, parfois appelée junkyard, ce vaste terrain jonché de carcasses de voitures où personne ne prête réellement attention à ce qui entre et ce qui sort. Dans un quartier industriel en périphérie, la présence d'un camion qui livre des pièces détachées ou emporte des métaux ne suscite ni curiosité ni méfiance. Les quelques ouvriers présents sur place ont l'habitude de voir défiler toutes sortes de véhicules et ne posent pas de questions. Aux yeux des observateurs extérieurs, ce décor semble routinier.
Personne ne soupçonne que l'opération du jour concerne plusieurs millions de dollars de cocaïne, encore moins qu'elle implique un partenariat entre un réseau criminel canadien et l'un des cartels les plus redoutés du Mexique. La Wolfpack envisage depuis des semaines la façon la plus sûre de faire entrer cette marchandise. Il est prévu que des complices, envoyés à intervalles différents, se répartissent la tâche de surveiller la zone, de s'assurer que l'accès reste libre et surtout que la drogue n'attire l'attention de personne. Les membres de cette alliance, qui comprend des personnes liées à divers groupes criminels originaires du Canada, se coordonnent à distance. Chacun a un rôle précis. Certains préparent le déplacement de l'argent, d'autres planifient le stockage initial, et d'autres encore doivent réceptionner les précieux paquets au moment opportun. Les têtes pensantes, Robbie Al-Khalil et Martino Caputo, restent prudentes et n'apparaissent pas sur place. Ils préfèrent attendre un signal donné par leurs subalternes lorsqu'il sera temps de venir récupérer la livraison ou de la faire transporter vers un lieu plus sécurisé. Entre-temps, la Wolfpack, convaincue que cette livraison réussie garantit un futur partenariat fructueux avec une faction du cartel de Sinaloa, patiente en maintenant un strict compartimentage des informations. Le jour J, tout semble se dérouler selon le plan. Les véhicules approchent du junkyard, passent entre des rangées de voitures rouillées ou empilées, s'installent dans un recoin peu éclairé. La transaction reste furtive. Des hommes transportent des colis scellés, enveloppés dans un plastique hermétique, parfois dissimulés dans des pièces mécaniques factices. L'opération complète exige un timing précis, car le convoi ne peut pas stationner trop longtemps sans attirer l'attention. Les responsables de ce transfert vérifient que personne ne les observe, puis laissent la marchandise en un point convenu. La contribution de ceux qui ont convoyé la cocaïne depuis les États-Unis s'arrête là. Ils repartent sans se retourner, persuadés qu'ils viennent de remplir leur part du marché. Au moment où ils quittent la casse, les paquets de drogue sont censés rester en consigne le temps que les autres membres de la Wolfpack arrivent pour la prendre en charge. Dans l'univers de la drogue, la notion de consignation signifie que les acheteurs ne paient pas immédiatement. Le fournisseur, en l'occurrence le cartel de Sinaloa, reste propriétaire de la marchandise tant que le paiement intégral n'a pas été réglé. Cela représente un avantage pour les acheteurs qui n'ont pas à avancer la totalité de la somme. En revanche, c'est un accord lourd de menaces. En cas de perte ou de vol, les trafiquants canadiens se retrouvent avec une dette démesurée et le cartel exige son dû, quitte à recourir à des représailles. À ce stade, personne au sein de la Wolfpack ne s'attend à un coup de théâtre. La suite de la journée doit être simple. Un homme de confiance passe, inspecte rapidement le matériel, puis donne le feu vert pour que les colis soient déplacés vers un autre local discret dans la région de Toronto. Pourtant, quelques heures plus tard, lorsqu'un émissaire se rend sur place pour entamer le transfert final, c'est la stupeur. Aucun paquet ne traîne dans le coin prévu, pas la moindre piste d'un kilomètre de ruban adhésif, ni même un résidu de sac. Les emballages de cocaïne semblent s'être purement et simplement volatilisés. L'émissaire, certain d'être au bon endroit, tourne autour de plusieurs véhicules désossés, se penche pour éclairer les recoins avec une lampe de poche, mais il n'y a rien à trouver. À première vue, aucune trace de lutte, aucune vitre brisée, aucun corps, aucune douille. La découverte ressemble moins à un braquage sanglant qu'à un tour de magie. 5 millions de dollars de drogue envolés sans laisser la moindre trace de violence. L'information remonte aussitôt à ceux qui supervisent la réception. Un vent de panique balaie la Wolfpack, car tout le monde sait que les conséquences peuvent être terribles. Dans les heures qui suivent, les téléphones chauffent, les canaux cryptés se remplissent de messages confus et de questions angoissées. Qui a osé prendre la cocaïne ? S'agit-il d'une embuscade menée par un gang rival, désireux de saboter les ambitions de la Wolfpack et de se réapproprier la marchandise ? Est-ce un simple employé de la casse qui a compris la valeur des paquets et décidé de s'enfuir avec cette véritable mine d'or ? Ou, scénario encore plus inquiétant pour les criminels, est-ce une intervention rapide et discrète d'une agence gouvernementale qui aurait intercepté la drogue avant que les organisateurs ne puissent la récupérer ? Les spéculations fusent, sans qu'aucun élément concret ne permette d'éclaircir la situation. Chacun se demande aussi si l'un des membres de la Wolfpack n'a pas orchestré un double jeu en accord avec un autre groupe criminel, ou agi pour son compte
espérant s'enrichir seuls et disparaître dans la nature. L'angoisse monte d'autant plus que personne n'a repéré de signes avant-coureurs. Les quelques personnes qui gèrent la casse nient tout comportement inhabituel. Elles prétendent n'avoir vu aucun individu suspect, aucun véhicule suspect. Les systèmes de vidéosurveillance, si tant est qu'ils existent dans un coin aussi chaotique, ne semblent pas fonctionner, ou on ignore s'ils ont enregistré la moindre séquence exploitable. L'enquête interne tourne court. La Wolfpack ne trouve aucun témoin qui puisse confirmer un vol, un passage inopiné ou le chargement de colis dans un autre camion. À mesure que les heures passent, la thérapie de groupe se mue en paranoïa collective. Les alliés se regardent en chiens de faïence, craignant que l'un d'eux soit l'instigateur de ce vol inimaginable. 5 millions de dollars, c'est une somme colossale qui change les priorités de chacun. Verdict : plus aucune certitude ne résiste devant cette disparition. Rapidement, la question ne se limite plus à la responsabilité interne. Les protagonistes craignent tout autant la réaction des fournisseurs mexicains. Le cartel de Sinaloa, réputé pour sa puissance et sa détermination, ne réagit jamais à la légère lorsque sa marchandise disparaît. Bien que la Wolfpack ait négocié des termes de consignation, le message est clair. La cocaïne n'est pas encore payée, elle appartient toujours à la faction du Sinaloa qui l'a envoyée. Cela signifie qu'aux yeux des Mexicains, la Wolfpack est responsable de la marchandise jusqu'au moment de la revente ou du paiement intégral. Un tel accord s'accompagne d'une pression constante, car la moindre erreur se solde par un rappel brutal. On ne perd pas l'argent du cartel sans excuser son incompétence. Au Mexique, même l'idée qu'il puisse s'agir d'un incident indépendant de la volonté de la Wolfpack n'a pas d'importance. Du point de vue des cartels, il s'agit d'un affront, d'une démonstration d'infériorité et peut-être d'un manque total de fiabilité. Or, cette fiabilité est un facteur crucial pour maintenir le flux de drogue à destination du Canada, un marché lucratif pour Sinaloa. Au fil des heures qui suivent la découverte, l'atmosphère au sein de la Wolfpack devient irrespirable. Les suspects potentiels se comptent à l'appel. Un ennemi extérieur avide de voler la drogue, un complice interne qui a vu l'occasion de disparaître avec la marchandise, ou une agence gouvernementale qui opère dans l'ombre et cherche à démanteler la filière. Personne ne parvient à écarter purement et simplement une de ces options. Les anciens membres de gangs comme les Hells Angels ou encore d'autres groupes liés aux Red Scorpions commencent à échafauder des théories, chacun se méfiant des relations qu'entretiennent les autres membres de la Wolfpack. Pendant que des hommes de main quadrillent le junkyard et ses environs en quête de la moindre piste, d'autres contacts tentent d'obtenir des informations sur ce qui a circulé dans la ville durant les dernières 100 heures. On interroge des informateurs, on vérifie les allées et venues dans certains hangars, on passe au peigne fin des repères de potentiels gangs rivaux. Cette fouille méticuleuse se révèle stérile. Personne ne sait vraiment qui aurait la logistique nécessaire pour déplacer une quantité aussi imposante de cocaïne en un laps de temps aussi court. La Wolfpack aurait pu envisager un léger espoir si ce vol avait fait l'objet d'une intervention policière, car dans certains cas, quand la drogue est saisie par la police, il est parfois possible d'invoquer la malchance ou de négocier un arrangement avec le cartel. Mais ici, aucune unité des forces de l'ordre n'a revendiqué une saisie officielle et aucun communiqué ne fait état d'une quelconque opération. Les autorités ne semblent même pas au courant de l'incident, ce qui renforce l'idée que le vol provient soit d'un concurrent, soit d'un individu de l'intérieur qui a décidé de réaliser un coup énorme. Les doutes persistent, les conjectures se multiplient, et pendant ce temps, les principales figures de la Wolfpack, déjà très exposées, font face à la perspective d'un chaos imminent. Certains commencent à se dire qu'il faudra peut-être disparaître provisoirement pour éviter la fureur des Mexicains, tandis que d'autres insistent sur la nécessité de retrouver la marchandise au plus vite, quitte à brutaliser ceux qui pourraient en détenir le moindre indice. Cette réalité se répercute dans chaque strate de la Wolfpack. Les hommes de main craignent de devenir des cibles s'ils posent trop de questions ou s'approchent trop près de la vérité. Les lieutenants se demandent s'ils doivent protéger leur famille ou quitter précipitamment la ville. Certains espèrent que la police intervienne pour éviter une logique d'exécution en chaîne, alors que d'autres redoutent que des forces de l'ordre ne saisissent cette occasion pour démanteler l'intégralité du réseau. Pendant ce temps,
Les rares personnes qui auraient peut-être des réponses se terrent en silence, conscientes que les répercussions pourraient être fatales. Plus personne n'est sûr de quoi que ce soit, et plus personne ne sait à qui faire confiance. Sans le savoir, tous les protagonistes sont déjà lancés dans une course infernale dont l'issue est imprévisible, puisqu'ils n'ont ni la drogue, ni une explication convaincante à fournir au cartel.